Elle n'a pas les moyens de se payer un avocat, disait-il puis le juge a demandé qui j'étais. Tu es trop fauché pour engager un avocat. Pitoyable. Tout le monde était d'accord. Jusqu'à ce que le juge se tourne vers leur avocat et demande, vous ne savez vraiment pas qui elle est. Il s'est figé. Mes parents ont pâli. Ils pensaient que j'étais seul. Sans avocat, sans soutien, sans voix. Je l'ai ressenti au moment même où j'ai mis les pieds dans ce tribunal. Le subtil changement dans l'air, la façon dont les conversations se sont adoucies juste assez pour laisser place à un jugement silencieux. Quelques têtes se sont tournées, puis se sont attardées une seconde de trop. Pas curieuses, pas inquiètes, juste certaines. Certaines de savoir déjà qui j'étais, ou plus précisément ce que je n'étais pas. Mon père n'a même pas essayé de cacher son sourire. Pas les moyens de se payer un avocat, a-t-il dit assez fort pour que la rangée derrière lui l'entende. C'est vraiment quelque chose. Quelques personnes ont gloussé. Doux, poli, contrôlé, le genre de rire qui n'attire pas l'attention sur lui-même, mais qui atterrit exactement là où il doit. Je n'ai pas répondu parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Et en moins d'une heure, tout le monde dans cette pièce le saurait aussi. La salle d'audience sentait légèrement le bois poli et le vieux papier, le genre d'endroit où les décisions persistent plus longtemps que les voix. Je me tenais près de la table de la défense, les mains nonchalamment croisées devant moi, la posture droite sans effort. De l'autre côté de l'allée, ma famille occupait son côté comme si la pièce lui appartenait. Mon père était assis au centre, dans un costume bleu marine taillé à la perfection. Sa posture était détendue d'une manière qui suggérait une confiance non pas gagnée aujourd'hui, mais pratiquée au fil des années à obtenir ce qu'il voulait. Ma mère était assise à côté de lui, des perles reposant soigneusement sur sa clavicule, ses lèvres pincées en une ligne fine qui aurait pu passer pour du sang-froid si on ne la connaissait pas bien. Moi, je la connaissais. Cette ligne signifiait qu'elle était satisfaite. À leur droite, mon frère s'adossait à sa chaise, une cheville reposant sur le genou opposé, son regard se posant brièvement sur moi avant de s'éloigner à nouveau comme si je n'étais rien de plus qu'un inconvénient passager. Leur avocat se tenait à proximité, feuilletant un épais classeur, échangeant occasionnellement de discrètes remarques avec mon père. Préparé, organisé, à l'aise, tout ce que je n'étais pas censé être. Je pouvais encore entendre la voix de mon père résonner dans ma tête. Pas les moyens de se payer un avocat. Il n'avait pas demandé. Il avait supposé, et la salle avait approuvé. J'ai légèrement déplacé mon poids, laissant mes yeux parcourir la salle d'audience sans urgence. Le siège du juge restait vide pour le moment, mais le greffier était déjà en place, organisant des documents avec une efficacité experte. Un couple était assis silencieusement derrière moi, chuchotant entre eux. Quelque part vers le fond, un stylo cliquetait à un rythme régulier et nerveux. Des bruits normaux, ordinaires. Mais sous tout cela, il y avait de la tension. Fine, presque invisible, comme un fil tendu à l'extrême. Il est encore temps d'y repenser, a dit mon père, la voix plus basse maintenant, mais non moins tranchante. Tu n'es pas obligé de t'humilier comme ça. J'ai tourné la tête juste assez pour croiser son regard. Elle était encore là, cette certitude. La conviction silencieuse qu'il connaissait l'issue avant même que le premier mot n'ait été prononcé. Je ne suis pas gêné, ai-je dit calmement. Ma mère a laissé échapper un petit soupir dédaigneux. Bien sûr que non, a-t-elle murmuré presque pour elle-même. Mon frère a souri d'un air narquois. Leur avocat m'a jeté un bref coup d'œil, puis s'est penché vers mon père. Nous allons faire les choses simplement, a-t-il dit. Étant donné sa situation, je ne prévois pas de complications. J'ai perçu l'hésitation avant le mot situation, le subtil ajustement, la substitution polie. Cela m'a presque fait sourire, presque. J'ai baissé les yeux sur le dossier entre mes mains. Il n'était pas épais, pas comme le leur. Pas d'onglet à code couleur, pas de pile de pièces à conviction, juste un dossier propre et soigneusement organisé, chaque page exactement là où elle devait être. Ils pensaient que cela signifiait que je n'étais pas préparé. Ils avaient tort. L'huissier s'est avancé, sa voix fendant nettement la pièce. Veuillez vous lever. Les chaises ont bougé. Les conversations se sont tues instantanément. Le juge est entré d'un pas mesuré, son expression indéchiffrable, ses yeux balayant la pièce avec une autorité tranquille. Nous sommes tous restés debout jusqu'à ce qu'il prenne place, puis nous nous sommes rassis à son signal.
Affaire numéro 47 à 218, a annoncé le greffier. Requête concernant la répartition de la succession et la contestation de propriété. Propriété de la succession. Des mots qui semblaient cliniques sur le papier, propres, simples. Ils ne l'étaient jamais. Le juge a ajusté ses lunettes, jetant un bref coup d'œil au document devant lui avant de lever les yeux. Son regard est passé du côté de ma famille au mien, s'attardant juste une fraction de seconde de plus que prévu. « Maître », a-t-il dit en hochant la tête vers l'avocat de ma famille. L'homme s'est levé immédiatement, la confiance rayonnant de lui alors qu'il s'avançait. « Votre honneur, c'est une affaire simple. Mes clients cherchent à résoudre un litige concernant une propriété qui, de toute évidence, n'a jamais été destinée à être détenue par la défenderesse. » Il a fait un geste vers moi sans me regarder. La défenderesse, a-t-il poursuivi, n'a pas de représentation légale, ce qui limite malheureusement l'efficacité de cette procédure, mais nous ferons de notre mieux pour garder les choses claires et concises. Quelques légers hochements de tête dans l'assistance. Approbation. Bien sûr. Très bien, a dit le juge d'un ton neutre. Nous allons procéder. L'avocat a commencé à exposer les éléments de leur dossier, les signatures, les transferts de propriété. Sa voix était douce et entraînée, chaque phrase atterrissant exactement là où elle devait. Sur le papier, cela semblait convaincant, structuré, logique. Si l'on ne savait pas à quoi il fallait prêter attention. Je restais immobile, écoutant attentivement, sans interrompre, sans réagir. Mes doigts reposaient légèrement sur le bord de mon dossier, sentant la texture du papier sous eux. Chaque affirmation qu'il faisait, je la suivais. Chaque omission, je la notais. Chaque supposition, je la mémorisais, car c'est dans les suppositions que les gens font des erreurs, et c'est sur les erreurs que les affaires basculent. À un moment donné, l'avocat a fait une pause, jetant un bref coup d'œil dans ma direction avant de poursuivre. Étant donné l'absence de tout contre-argument de fond de la part de la défenderesse, nous pensons que le tribunal tranchera en faveur de mes clients sans difficulté. C'était encore là. L'absence. Le silence pris à tort pour de la faiblesse. Le regard du juge s'est tourné vers moi. Vous aurez l'occasion de répondre, a-t-il dit d'un ton égal. J'ai hoché la tête une fois. Oui, votre honneur. Mon père s'est adossé à sa chaise, expirant lentement, comme si l'issue avait déjà été décidée. Ma mère a ajusté son bracelet, ses mouvements précis, contrôlés. Mon frère n'a même pas pris la peine de me regarder cette fois. Il passait déjà à autre chose, s'était déjà plié. J'ai laissé mon regard glisser brièvement vers le juge, puis revenir au document entre mes mains. La pièce semblait plus petite maintenant, l'air plus lourd, pas étouffant, juste focalisé, comme si tout se resserrait vers un seul point, vers moi. Parfait. J'ai refermé doucement le dossier, le léger bruit du papier rencontrant le papier à peine audible, mais c'était suffisant, car pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette pièce, le regard de mon père s'est de nouveau détourné. Pas confiant, pas dédaigneux, juste curieux. C'était subtil, mais c'était là, et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai relevé la tête, croisant le regard du juge alors que l'avocat terminait sa déclaration d'ouverture. Pas d'autre déclaration pour le moment, votre honneur. Une brève pause. Puis le juge s'est tourné vers moi. Quand vous serez prête. J'ai pris une inspiration, pas profonde, pas dramatique, juste assez. Puis je me suis avancé. Merci, votre honneur, ai-je dit. Et pour la première fois de la matinée, la pièce est devenue complètement silencieuse. Je n'ai pas commencé par un argument. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas précipité pour contredire ce que leur avocat venait de dire. Au lieu de cela, j'ai d'abord laissé un petit silence s'installer. Pas assez long pour paraître incertaine, juste assez long pour modifier le rythme de la pièce. C'était une technique que j'avais apprise des années auparavant, bien que pas ici. Le silence utilisé correctement force les gens à écouter. Je m'appelle Emily Carter, ai-je dit d'une voix stable et claire. Et je me représenterai moi-même aujourd'hui. Aucune réaction de ma famille. Ils avaient déjà balayé ce fait. Le juge a hoché la tête une fois. Allez-y, mademoiselle Carter. J'ai jeté un bref coup d'œil au document dans ma main, puis j'ai relevé les yeux. Avant d'aborder les réclamations présentées, j'aimerais clarifier quelques points concernant la nature de ce litige. Leur avocat a légèrement ajusté sa posture,
se préparant à m'interrompre. Je pouvais le voir à la façon dont ses épaules bougeaient, à la façon dont ses doigts se serraient autour de son stylo. Il s'attendait à de la confusion, de l'hésitation. Il n'a eu ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas simplement un désaccord sur la propriété, ai-je poursuivi. C'est une question d'intention, de contrôle et de chronologie des décisions de propriété prises avant mon départ de la résidence familiale. Mon père a laissé échapper un soupir discret et impatient. Départ. C'était une façon généreuse de le formuler. Je pouvais sentir le passé faire pression au bord de mon esprit, non pas comme un flot, mais comme des fragments, contrôlés, contenus, parce que je n'avais pas besoin de le revivre. J'avais juste besoin de m'en servir. J'avais 19 ans le jour où je suis parti. Pas de dispute dramatique, pas de cris, juste une conversation qui s'est terminée dans une sorte de silence que je n'avais pas compris à l'époque. Le genre de silence qui ne vous demande pas de rester. Tu fais une erreur, avait dit mon père, sans lever les yeux du journal qu'il tenait entre les mains. Je fais un choix, avais-je répondu. Il a tourné la page. C'était la fin de l'histoire. Ma mère n'a pas discuté. Elle n'a pas supplié. Elle m'a simplement regardé faire mes valises, son expression indéchiffrable, comme si elle observait quelque chose d'inévitable plutôt que d'évitable. Mon frère avait ri. L'armée, avait-il dit en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. C'est là que vont les gens quand ils n'ont pas d'option. Je ne lui avais pas répondu parce qu'à l'époque, je n'étais pas tout à fait sûr qu'il ait tort. De retour dans la salle d'audience, j'ai légèrement déplacé mon poids, m'ancrant dans le présent. La réclamation de ma famille, ai-je dit, est fondée sur la supposition que j'ai renoncé à mes droits sur la propriété lorsque je suis parti. Leur avocat a acquiescé immédiatement. C'est exact, votre honneur. Le départ de la défenderesse était volontaire, et aucune autre réclamation n'a été faite pendant plusieurs années. Je l'ai laissé terminer. Puis j'ai légèrement incliné la tête. Volontaire, ai-je répété. C'est un choix de mots intéressant. Une lueur d'irritation a traversé son visage. Le juge s'est penché en avant d'une fraction de seconde. Clarifié. J'ai hoché la tête. Au moment de mon départ, on m'a donné deux options. Rester dans des conditions qui restreignaient mon autonomie, ou partir sans soutien financier, sans accès aux actifs détenus par la famille, et sans aucune attente de retour. Ma mère a bougé sur son siège. Subtil, mais perceptible. Ce n'est pas de la coercition au sens juridique, est intervenu rapidement l'avocat. C'était un désaccord familial. Peut-être, ai-je dit calmement, mais c'est pertinent dans le contexte de l'intention. Il a ouvert la bouche à nouveau, puis l'a refermée parce qu'il n'avait pas de moyen net de contrer cela. Pas encore. Je pouvais sentir la pièce s'ajuster. Ce n'était pas évident. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé de manière significative, mais l'énergie avait changé juste assez pour être perçue. La certitude silencieuse qui remplissait l'espace plus tôt n'était plus aussi solide. Le doute a le don de faire ça. J'ai continué d'une voix égale. Suite à mon départ, je n'ai reçu aucune communication de ma famille concernant la propriété en question pendant une période de 7 ans. Le stylo du juge s'est arrêté. 7 ans n'était pas un petit détail. Pendant ce temps, ai-je ajouté, on ne m'a pas demandé de signer le moindre document renonçant à la propriété. Je n'ai été informé d'aucun transfert. Je n'ai pas été contacté concernant d'éventuelles modifications légales. C'est parce que, a dit mon père, soudain incapable de se retenir plus longtemps, tu as clairement fait comprendre que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec nous. Sa voix a résonné dans la salle d'audience, plus tranchante qu'il ne l'aurait voulu. Les yeux du juge se sont brièvement posés sur lui. Monsieur, vous aurez votre tour. Mon père s'est de nouveau adossé, la mâchoire serrée. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. 7 ans. Il l'avait dit comme si cela prouvait quelque chose, comme si le temps effaçait la responsabilité, comme si le silence signifiait le consentement. Mais le temps n'effaçait pas l'intention. Il la révélait. Je suis revenu, ai-je dit, ramenant l'attention là où elle devait être, seulement après avoir été notifié d'une vente imminente impliquant la propriété. Leur avocat s'est redressé. Ce qui, encore une fois, votre honneur, s'est produit bien après toute attente raisonnable de réclamation. Après avoir été exclu de toute communication concernant cette propriété, ai-je dit, sans élever la voix,
mais sans céder la parole non plus. Il s'est arrêté. Non pas parce que je l'ai dominé. Parce que je n'en avais pas besoin. Le juge a regardé l'un puis l'autre, puis a pris une petite note sur le document devant lui. C'était le deuxième basculement. Petit, silencieux, mais réel. Je pouvais sentir les yeux de mon frère sur moi maintenant. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce, curieux, incertain, il ne reconnaissait pas cette version de moi. C'était très bien. Il n'était pas censé la reconnaître. J'ai ajusté le dossier entre mes mains, l'ouvrant juste assez pour en glisser un seul document. Je ne l'ai pas encore présenté. Pas immédiatement. Le timing était important. Tout ici était une question de timing. Je comprends la supposition qui est faite. J'ai dit que je suis parti et que j'ai donc renoncé à toute réclamation, que je suis resté silencieuse et que j'ai donc consenti à toutes les décisions prises en mon absence. J'ai laissé cela s'imprégner, puis j'ai ajouté, mais les suppositions ne sont pas des preuves. Les mots ont atterri proprement. Pas besoin d'emphase, pas de drame, juste un fait. Leur avocat a inspiré lentement, se recalibrant. Je pouvais le voir y réfléchir, ajuster sa stratégie, chercher un moyen de reprendre le contrôle du récit. Il allait essayer de pousser plus fort maintenant, de restreindre l'argument, de le réduire à quelque chose de plus simple, de prévisible. Votre honneur, a-t-il dit en s'avançant à nouveau. Même si nous prenons en compte l'interprétation de la défenderesse, le manque d'action sur une période aussi prolongée ne constitue pas un abandon légal. Sans documentation formelle, ai-je terminé. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase juste une seconde, mais c'était suffisant parce que maintenant l'interruption n'était pas émotionnelle. Elle était précise. Le juge a levé les yeux. Vraiment regardez, cette fois. Pas mes documents, mais moi. Et dans ce bref instant, je l'ai vu. Pas de la reconnaissance, pas encore, mais de l'intérêt. Concentré, mesuré. J'ai légèrement baissé les yeux, comme si j'ignorais ce changement, bien que chaque partie de moi l'ait enregistré. Parce que c'est là que les choses ont commencé à changer. Pas dans un moment dramatique, mais dans de petites fractures, de minuscules fissures dans la certitude. Mon intention, ai-je dit, n'est pas de compliquer cette procédure. Une pause légère, presque ironique, seulement de m'assurer qu'elle est exacte. Le juge s'est légèrement adossé à son fauteuil, les doigts joints. Poursuivez, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis le début de l'audience, je n'avais plus l'impression d'être sur la défensive. Ce changement ne s'est pas annoncé. Personne dans cette salle d'audience ne s'est redressé brusquement, n'a halté ou n'a échangé de regard dramatique. C'était plus silencieux que ça, plus précis, comme un poids redistribué à travers la pièce. Subtil mais indéniable une fois qu'on le ressentait. Leur avocat l'a ressenti. Je l'ai vu dans la façon dont il a ajusté sa posture. Il ne s'appuyait plus confortablement sur son argumentaire, mais se tenait plus droit maintenant, de manière plus délibérée. Sa confiance n'avait pas disparu, mais elle s'était rétrécie, focalisée. Bien. Cela signifiait qu'il réfléchissait. Cela signifiait qu'il n'était plus certain. Votre honneur, a-t-il dit, se reprenant rapidement, même si la défenderesse souhaite plaider la conservation technique de la propriété, la réalité pratique reste inchangée. Elle n'a eu aucune implication dans la propriété depuis des années, aucun entretien, aucune contribution, aucune communication. Il a laissé cette liste en suspens comme si chaque mot ajoutait du poids. Fonctionnellement, a-t-il conclu, sa réclamation est déconnectée. Déconnectée, un autre mot soigneusement choisi. Je l'ai laissé reposer un instant, puis j'ai légèrement hoché la tête. Je suis d'accord. Cette réponse l'a pris au dépourvu. C'était léger, juste une lueur dans ses yeux, mais c'était là. Vous êtes d'accord, a-t-il répété. Oui, ai-je dit calmement. J'ai été déconnecté de la propriété, des décisions prises à son sujet, des communications l'entourant. J'ai fait un pas en avant, juste assez pour combler la distance entre l'endroit où je me tenais et le centre de la pièce. Pas agressive, pas dans la confrontation, juste présente. Mais cette déconnexion, ai-je continué, n'était pas mutuelle. Une pause. Cette distinction a de l'importance. Le stylo du juge a de nouveau bougé. Leur avocat a ouvert la bouche, puis s'est arrêté. Il n'était pas encore sûr d'où je voulais en venir. Il aurait dû.
J'ai fait glisser le document que je tenais sur la table devant moi, l'alignant soigneusement avant de relever les yeux. J'aimerais aborder la chronologie plus précisément, ai-je dit. Procédez, a répondu le juge. Je me suis légèrement tourné, orientant mon corps juste assez pour m'adresser à la fois au tribunal et à la partie adverse. 7 ans, ai-je dit. C'est la période à laquelle ma famille a fait référence à plusieurs reprises. 7 ans d'absence, de silence, de désintérêt présumé. J'ai laissé mon regard se poser brièvement sur mon père. Il l'a soutenu, cette fois. Pas de sourire narquois, pas de confiance facile, juste du calcul. J'aimerais me concentrer sur la 3e année, ai-je poursuivi. Un léger pli s'est formé entre les sourcils de l'avocat. La 3e année ne figurait pas dans son plan. La 3e année. Je m'en souvenais clairement, non pas parce qu'elle avait été facile, mais parce qu'elle ne l'avait pas été. C'était l'année où tout tenait bon ou s'effondrait. J'étais déployé à l'étranger à l'époque, ai-je dit. Ma voix était stable, mesurée. Mon accès aux communications était limité, mais pas inexistant. J'ai reçu de la correspondance, des avis officiels, de la documentation. J'ai tapoté légèrement le dossier, mais je n'ai reçu aucun avis concernant des modifications de la propriété en question. C'est parce qu'aucun changement formel ne s'est produit à ce moment-là, est intervenu rapidement l'avocat. J'ai hoché la tête. Exact. Il a cligné des yeux à nouveau. De l'approbation là où il s'attendait à de la résistance. Cela l'a déstabilisé. Cependant, ai-je continué. C'est l'année où les discussions préliminaires ont commencé. La pièce s'est immobilisée. Pas bruyamment, mais suffisamment. L'expression de leur avocat s'est tendue. Objection, votre honneur. Spéculation. J'ai de la documentation, ai-je dit sans élever la voix, sans précipiter les mots. L'objection est morte avant d'être complètement formulée. Le juge m'a regardé. Vous aurez l'occasion de la présenter. J'ai légèrement incliné la tête. Bien sûr. Je pouvais le sentir maintenant. La pièce ne faisait pas qu'écouter. Elle attendait. Mon argument, ai-je dit, n'est pas que les décisions ont été finalisées pendant cette période. Mon argument est que des décisions ont été initiées à mon insu. J'ai laissé le tout s'imprégner, puis j'ai ajouté, et ce schéma s'est poursuivi. Leur avocat s'est avancé à nouveau, avec plus de force cette fois. Votre honneur, même si des conversations préliminaires ont eu lieu, elles ne constituent pas une action en justice. Mes clients n'avaient aucune obligation de consulter la défenderesse concernant des discussions hypothétiques. D'accord, ai-je dit. Il s'est arrêté à nouveau, parce que je ne le combattais pas en surface. Je le laissais construire son argumentaire tout en lui retirant ses fondations. Mais les discussions hypothétiques, ai-je continué, mènent souvent à des actions concrètes. J'ai glissé la main dans le dossier, sortant un deuxième document que j'ai placé cette fois à côté du premier. Et lorsque ces actions se produisent sans notification appropriée, cela devient pertinent. Le regard du juge s'est tourné vers les documents. Il ne les a pas encore demandés, mais il le ferait. De l'autre côté de la pièce, la posture de ma mère avait changé. C'était subtil, juste une légère tension dans ses épaules, une immobilité dans ses mains qui n'était pas là auparavant. Mon frère n'était plus adossé à sa chaise. Ses 2 pieds étaient maintenant ancrés au sol, son attention fixée. Et mon père me regardait. Sans mépris, sans moquerie, me regardant comme s'il essayait de concilier la personne devant lui avec celle qu'il croyait connaître. Vous avez structuré votre argument autour de l'absence, ai-je dit, ramenant mon attention sur l'avocat. Autour de l'idée que le manque d'implication équivaut à une absence de réclamation. C'est une interprétation raisonnable, a-t-il commencé. C'est une interprétation commode, ai-je corrigé doucement. La distinction a fait mouche. J'ai fait un autre petit pas en avant, parce que cela suppose que l'implication était une option. Silence, plus lourd cette fois. Je pouvais sentir la tension maintenant, pas seulement dans la pièce, mais dans l'espace entre chaque mot. L'équilibre prudent entre pression et retenue. Pousser trop fort et cela devient émotionnel. Trop doucement et cela disparaît. Il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort d'un seul coup. Il s'agissait de faire en sorte qu'il leur soit impossible de rester à l'aise. Votre honneur, a dit l'avocat, le ton se crispant légèrement. Nous nous éloignons du problème central.
La structure de propriété est directement liée au processus décisionnel qui l'a précédé, ai-je dit, non pas pour interrompre, mais pour compléter. Il a expiré lentement, se recalibrant à nouveau. Cette fois, ça a pris plus de temps. Le juge s'est penché légèrement en avant, son attention n'était plus divisée. Mademoiselle Carter, a-t-il dit. Vous suggérez que la partie adverse, votre famille, a initié des actions qui ont finalement affecté la propriété sans notification appropriée. Oui, votre honneur. Et vous avez l'intention de le démontrer. Oui. Un temps d'arrêt. Alors procédez prudemment, a-t-il dit. Pas un avertissement, une reconnaissance. Prudemment. J'ai presque souri. J'ai attrapé le premier document, le faisant glisser vers l'avant juste assez pour que le greffier puisse le récupérer au moment venu. Pas encore. Pas avant que cela ne compte le plus. Avant que je ne les présente, ai-je dit, il y a un dernier point que j'aimerais clarifier. L'avocat s'est légèrement raidi. Il n'aimait pas les surprises. Ma famille a présenté cela comme une affaire simple, ai-je poursuivi. Un litige direct avec une résolution évidente. J'ai laissé mon regard parcourir la pièce, sur la tribune, sur les rangées d'observateurs silencieux qui étaient venus s'attendant à quelque chose de routinier. Mais les affaires simples, ai-je ajouté doucement, ne nécessitent généralement pas autant d'efforts pour contrôler le récit. Les mots se sont installés dans l'espace entre nous. Ni fort, ni tranchant, juste indéniable. Pendant un instant, personne n'a parlé. Pas l'avocat, pas mon père, pas même les chuchotements silencieux du fond de la salle. Puis le juge a rompu le silence. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, d'une voix mesurée. Vous semblez inhabituellement familière avec les nuances procédurales pour quelqu'un sans représentation légale. Ça y était. Pas la question complète, mais presque. Très proche. J'ai croisé son regard. Je l'ai soutenu. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette salle d'audience, je n'avais plus l'air de quelqu'un qui se tenait seul. J'ai eu une certaine formation, ai-je dit. Rien de plus, rien de moins. De l'autre côté de la pièce, l'expression de leur avocat a changé très légèrement. Mais suffisamment, parce que maintenant il commençait à se poser des questions. Et une fois que le doute pénètre dans une pièce comme celle-ci, il ne repart pas discrètement. Le mot formation n'a pas flotté longtemps dans l'air, mais son effet, si. C'était comme une fine fracture parcourant du verre. Au début, presque invisible. Puis, lentement, elle s'est propagée. Leur avocat a ajusté ses boutons de manchette. Non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce que ses mains avaient besoin de s'occuper. Mon père a bougé sur son siège, ses doigts tapotant une fois contre la coudoir avant de s'immobiliser à nouveau. Mon frère s'est légèrement penché en avant, les coudes sur les genoux, me regardant maintenant avec un niveau de concentration que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Personne ne l'a dit, mais la question s'était déjà formée. Quel genre de formation ? Je n'y ai pas répondu. Pas encore. Votre honneur, a dit leur avocat en s'avançant à nouveau, sa voix retrouvant une partie de sa confiance initiale. Bien que les contours fussent plus tendus maintenant, indépendamment de la familiarité de la défenderesse avec la terminologie juridique, les faits restent inchangés. Mes clients ont maintenu un contrôle exclusif sur la propriété pendant des années. Ils y ont investi, l'ont géré et ont pris des décisions dans son meilleur intérêt. Il s'est tourné légèrement vers le juge, renforçant sa position. La réapparition soudaine de la défenderesse, a-t-il ajouté, coïncide de manière très opportune avec une vente en cours. Ce timing est remarquable. Opportune. Un autre mot destiné à façonner la perception. Je l'ai laissé passer. Le timing est pertinent, ai-je dit. Mais la séquence l'est tout autant. Il a froncé les sourcils. La séquence ? Oui. J'ai tendu la main vers le premier document et l'ai finalement fait glisser vers l'avant, le plaçant carrément sur la table. Ceci, ai-je dit, est un enregistrement de correspondance interne entre ma famille et un courtier tiers daté d'environ 18 mois avant l'initiation de la procédure de vente. Le greffier s'est avancé pour le récupérer au signal du juge. Le papier a doucement bruissé en changeant de main. Leur avocat n'a pas bougé, mais j'ai vu une brève crispation dans sa mâchoire. Il ne s'attendait pas à de la documentation. Pas comme ça. Votre honneur, a-t-il dit prudemment, laissant échapper un petit reniflement.
Je mettrai en garde contre le fait d'accorder une importance excessive à des communications informelles. Des discussions préliminaires n'équivalant pas à une action en justice. Bien sûr que non, ai-je dit. Encore une fois, un accord. Mais cette fois, je ne me suis pas arrêté là. Mais elles établissent bien une intention. Les yeux du juge ont parcouru le document, scannant rapidement, puis plus lentement. Son expression n'a pas changé, mais son attention s'est aiguisée. Continuez, a-t-il dit. J'ai fait un pas de plus, pas vers eux, mais vers le centre, vers l'espace où tout convergeait. La correspondance décrit un projet de restructuration de la propriété, ai-je dit. Non finalisé, non exécuté, mais clairement initié. J'ai fait une pause, laissant le mot s'imprégner. Et notamment, ai-je ajouté, elle mentionne la nécessité d'éviter les complications inutiles causées par les parties absentes. La phrase a fait mouche parce qu'elle n'était pas de moi. Elle était d'eux. Les doigts de ma mère se sont resserrés autour de son bracelet. Le regard de mon père s'est brièvement posé, une seule fois, sur leur avocat. Et dans ce simple regard, quelque chose a basculé. La responsabilité. La pression. Cette phrase, ai-je continué, apparaît à plusieurs reprises tout au long de la correspondance, toujours en référence à des individus qui n'étaient pas présents et qui n'ont donc pas été consultés. Leur avocat s'est avancé rapidement. Votre honneur, ceci est sorti de son contexte. Alors clarifiez le contexte, a dit le juge sans lever les yeux. Un temps d'arrêt. L'avocat a hésité. Juste une seconde. Mais dans une pièce comme celle-ci, une seconde suffit. Il s'est raclé la gorge. Le langage est standard. Il reflète des considérations logistiques, non une exclusion intentionnelle. Standard, ai-je répété doucement. J'ai pris le deuxième document et l'ai placé à côté du premier. Il s'agit d'un échange de suivi, ai-je dit. 6 mois plus tard. Le greffier l'a récupéré. Le juge a lu, et cette fois la pause a été plus longue parce que la formulation était différente, moins prudente, moins neutre. Procédez, a de nouveau dit le juge, d'un ton plus calme maintenant. Dans cet échange, ai-je dit, la même préoccupation est abordée, mais le langage change. Il fait référence à la nécessité de finaliser les décisions avant qu'aucune réclamation ne puisse être soulevée. Silence, aucun mouvement, aucune interruption. Leur avocat n'a pas parlé cette fois parce qu'il ne le pouvait pas. Pas sans contredire ce qui se trouvait maintenant devant le juge. Je n'ai pas insisté. Je n'en avais pas besoin. Les documents faisaient le travail. De l'autre côté de la pièce, mon frère a expiré lentement, passant une main dans ses cheveux. La posture de ma mère était devenue rigide, son sang-froid maintenu par habitude plutôt que par aisance. Et mon père, il ne me regardait plus. Il fixait la table. Mademoiselle Carter, a dit le juge en levant les yeux. Vous suggérez que ces communications indiquent un effort délibéré de procéder sans notifier toutes les parties ayant des réclamations potentielles. Oui, votre honneur. Et que vous étiez l'une de ces parties. Oui. Une autre pause. Mesuré. Délibéré. Leur avocat s'est avancé à nouveau, mais cette fois il n'y avait plus de confiance fluide, plus de rythme rodé. Votre honneur, même si nous acceptons cette interprétation, cela n'annule pas le fait qu'aucune réclamation formelle n'a été faite pendant cette période. La défenderesse, mademoiselle Carter, est restée silencieuse. Il s'est légèrement tourné vers moi, s'accrochant à ce qu'il pensait être encore un terrain solide. Le silence, a-t-il dit, a des conséquences. J'ai croisé son regard. C'est vrai, ai-je convenu. Puis j'ai légèrement incliné la tête, mais seulement quand c'est un choix. Les mots n'avaient pas besoin d'emphase. Ils portaient leur propre poids. Le juge s'est adossé, les doigts joints à présent, son attention totalement fixée. Expliquez cela, a-t-il dit. J'ai pris une inspiration, non pas pour me calmer, mais pour choisir soigneusement mes prochains mots. Le silence implique la conscience, ai-je dit. Cela suppose qu'une personne savait que quelque chose se passait et a choisi de ne pas répondre. J'ai laissé cela infuser. Le manque de notification, ai-je continué, est différent. Il supprime entièrement l'opportunité d'agir. Un temps d'arrêt, et sans cette opportunité, il ne peut y avoir de silence significatif. La pièce restait immobile, pas tendue, pas chaotique, juste concentrée.
Leur avocat n'a pas interrompu cette fois. Il ne le pouvait pas, car l'argumentaire avait dépassé la simple question de la propriété. Il ne s'agissait plus de savoir si j'avais parlé. Il s'agissait de savoir si l'on m'en avait donné l'occasion. Et c'était une position beaucoup plus difficile à défendre. Le juge a de nouveau jeté un coup d'œil au document, puis m'a regardé. « Vous avez structuré cet argument très précisément », a-t-il dit. Pas une question, une affirmation. « Oui, votre honneur. » Il m'a étudié un instant plus longtemps qu'auparavant. Puis son regard s'est déplacé lentement vers la partie adverse, vers leur avocat. « Maître, a-t-il dit. Étiez-vous au courant de ces communications avant aujourd'hui ? » La question est tombée comme une pierre jetée dans une eau calme. Pas d'éclaboussure. Juste des ondulations. L'avocat a hésité. Non pas parce qu'il ne comprenait pas la question, mais parce qu'il n'aimait pas la réponse. Ces documents spécifiques ne m'ont pas été fournis, a-t-il dit prudemment. Une autre ondulation. L'expression du juge n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux, si. Un recalibrage silencieux. Puis il a posé la question qui a fait basculer les choses un peu plus loin de leur équilibre. Auriez-vous dû l'être ? Silence. Un vrai silence, cette fois. Mon père a finalement levé les yeux et, pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette salle d'audience, il n'avait plus l'air certain. Il avait l'air incertain. Et quand la certitude se fissure, elle ne redevient jamais ce qu'elle était. Le silence qui a suivi la question du juge ne s'est pas brisé d'un coup. Il s'est effiloché lentement, délibérément, comme quelque chose qui avait été tenu trop serré pendant trop longtemps et qui commençait enfin à se desserrer. Auriez-vous dû l'être ? A répété le juge, la voix calme, mais plus tranchante, maintenant focalisée. Leur avocat a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son regard a fusé vers mon père, cherchant non pas des directives, mais un alignement, quelque chose sur quoi s'appuyer. Mon père n'a pas bougé, n'a pas parlé. Et dans cette immobilité, la réponse est devenue évidente. L'avocat s'est raclé la gorge. Votre honneur, je ne peux travailler qu'avec les éléments qui me sont fournis, s'il y a eu des communications internes supplémentaires. Qui se rapportent directement à la structure de propriété débattue devant ce tribunal, a terminé le juge doucement. Une autre pause. Puis, oui, a-t-il ajouté presque comme une réflexion après coup. Vous auriez probablement dû l'être. Les mots n'étaient pas forts, mais ils portaient du poids. Pas une accusation. Pas encore, mais une direction. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. La pièce avait déjà basculé à nouveau, subtilement, mais indéniablement. La structure soignée que ma famille avait bâtie. Le récit soigneusement contrôlé avait commencé à perdre sa forme. Les contours s'adoucissaient. La certitude s'amenuisait, laissant place aux questions. Le juge s'est de nouveau tourné vers moi. Mademoiselle Carter, a-t-il dit, d'un ton mesuré. Vous avez fait preuve d'une compréhension claire des nuances procédurales, du calendrier probatoire et de la structuration des arguments. Il a fait une pause. Vous avez également mentionné avoir reçu une certaine formation. Ça y était, ce n'était plus sous-entendu. Plus de détours, c'était direct. J'ai soutenu son regard. Pas défiante, pas hésitante, juste constante. Oui, votre honneur. Il s'est légèrement adossé, m'étudiant. Pas seulement ce que j'avais dit, mais comment je l'avais dit. La cadence, la retenue, la précision. Ce n'était pas le genre de familiarité que l'on acquérait par hasard. Il le savait. Quel genre de formation ? A-t-il demandé. La question n'a pas résonné. Elle s'est posée exactement là où elle devait. À travers la pièce, je pouvais le sentir. Chaque œil se déplaçant, chaque supposition se recalculant en temps réel. Mon frère s'est penché encore plus en avant, sa posture désormais tendue. Le sang-froid de ma mère s'était figé complètement, comme si le moindre mouvement risquait de la trahir. Et mon père, il me regardait à nouveau, mais plus de la même façon qu'avant. Pas avec mépris, ni même avec curiosité, mais avec autre chose, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Je n'ai pas répondu immédiatement, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que le timing importait toujours. J'ai reçu une formation juridique formelle par l'intermédiaire de l'armée des États-Unis, ai-je dit. Pas de fioriture, pas d'emphase, juste un fait.
Les mots ont atterri et pendant un instant, il ne s'est rien passé, pas de halètement, pas de réaction visible, juste de l'assimilation. Puis l'expression du juge a changé. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment. L'armée, a-t-il répété. Oui, votre honneur. Il a hoché la tête lentement une fois, comme s'il mettait une dernière pièce en place. Cela explique la structure, a-t-il dit doucement. Pas à moi, à lui-même. Leur avocat a expiré par le nez, un souffle court et contrôlé. Il a de nouveau ajusté sa posture, mais cette fois il n'y avait plus d'illusion d'aisance. La confiance avec laquelle il était entré était toujours là, mais elle s'était rétrécie, resserrée pour devenir quelque chose de défensif. Parce que maintenant, il savait qu'il avait mal évalué le terrain. Votre honneur, a-t-il commencé en tentant de regagner du terrain, bien que le parcours de la défenderesse soit remarquable, il ne modifie pas le fondement juridique de l'affaire. Cela modifie la façon dont j'évalue ces arguments, a dit le juge, intervenant non pas sèchement mais de manière définitive. Une ligne tracée. Claire. L'avocat s'est tu parce qu'il n'y avait plus rien contre quoi faire pression. Le juge a ramené toute son attention sur moi. Mademoiselle Carter, a-t-il dit. Êtes-vous actuellement en service? Oui, votre honneur. Une brève pause. Grade. Major. Cette fois, la réaction n'a pas été silencieuse. Ce n'était pas bruyant, mais ça a bougé. Un changement de posture. Une inspiration discrète quelque part derrière moi. Le bruit subtil de quelqu'un s'ajustant sur son siège. Parce que maintenant la salle comprenait, pas complètement, mais suffisamment. Les yeux de mon frère se sont légèrement écarquillés, l'expression disparaissant avant d'être complètement formée. La main de ma mère s'est crispée sur son bracelet, les perles s'enfonçant dans sa peau. Et mon père, il n'a pas détourné le regard, mais quelque chose a changé sur son visage. Quelque chose de petit, quelque chose d'irréversible. Le juge a de nouveau hoché la tête, plus lentement cette fois. Corps du JAG? A-t-il demandé. Oui, votre honneur. La confirmation s'est installée dans la pièce comme la gravité. Inévitable. Pendant un instant, personne n'a parlé. Pas l'avocat, pas ma famille, pas même les observateurs silencieux au fond. Puis le juge a fait quelque chose qui a tout fait basculer. Il s'est tourné, non pas vers moi, mais vers l'avocat de la partie adverse. Maître? A-t-il dit d'un ton calme, presque conversationnel. Saviez-vous que l'individu que vous décrivez comme étant sans représentation est un officier supérieur de l'armée des États-Unis formé à la pratique du droit? La bouche de l'avocat s'est ouverte. C'est fermé. C'est ouverte à nouveau. Non, votre honneur, a-t-il fini par dire. Le juge a légèrement incliné la tête. Et puis il a demandé, pas fort, pas de manière dramatique, mais avec une précision qui a transpercé toute la pièce, vous ne saviez vraiment pas qui elle est. Les mots n'ont pas résonné. Il n'en avait pas besoin car l'impact a été immédiat. L'avocat s'est figé. Pas de façon ostensible, pas d'une manière qui attirerait l'attention, mais de la manière la plus infime et la plus révélatrice, il a cessé tout mouvement. Pas de transfert de poids. Pas de réajustement de papier. Rien. Mon père a pâli. Pas progressivement. D'un seul coup, comme si on lui avait retiré quelque chose sous les pieds sans prévenir. Le sang-froid de ma mère s'est fissuré, pas par un geste dramatique, mais par la façon dont ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, son souffle se coupant juste assez pour trahir le contrôle auquel elle s'était accrochée. Mon frère a regardé de l'un à l'autre, puis de nouveau vers moi, comme s'il essayait de réécrire en temps réel tout ce qu'il croyait savoir. Et moi, je me tenais exactement là où j'étais depuis le début, impassible, imperturbable, inébranlable. Parce que ce n'était pas une révélation destinée à humilier. Ce n'était pas une vengeance comme il s'y attendait. Bruyante, tranchante, publique. C'était autre chose. C'était une correction. Le juge a laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il s'installe. Puis il s'est tourné vers moi. Procédé, Major Carter. Pas Mademoiselle Carter. Pas la défenderesse. Major. Et juste comme ça, la salle ne m'a plus regardé de la même façon. Procédé. Major Carter. Le titre n'a pas résonné, mais il a tout changé.
Ce n'était pas seulement une reconnaissance. C'était un calibrage. La pièce s'est ajustée autour de ce seul mot, major, comme un objectif d'appareil photo qui fait la mise au point. Ce qui avait autrefois été interprété comme de la retenue était désormais perçu comme de la discipline. Ce qui avait été écarté comme du silence portait désormais du poids. Je n'y ai pas réagi. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas fait de pause plus longue que nécessaire. J'ai simplement continué parce que tout autre geste aurait transformé l'instant en quelque chose de personnel, et ce n'était plus personnel. Merci, votre honneur, ai-je dit. J'ai tendu la main vers les documents déjà devant le greffier. Je souhaiterais verser ces 2 pièces au dossier. Admis, a répondu le juge. Le papier a bougé, un coup de tampon silencieux, une action formelle, mais lourde de conséquences, car désormais ces documents n'étaient plus de simples déclarations. C'étaient des preuves. Leur avocat a inspiré lentement, redressant les épaules. Il n'en avait pas fini. Pas encore. Mais sa façon de bouger avait changé. Il n'y avait plus aucune prétention à contrôler le rythme. Maintenant, il réagissait, essayant de suivre. Votre honneur, a-t-il dit, même si nous acceptons que ces communications soient pertinentes, elles n'établissent pas que la défenderesse, le major Carter, avait droit à une notification à ce stade. La propriété était sous le contrôle opérationnel de mes clients et toutes les décisions prises s'inscrivaient dans leurs droits en tant que partie gestionnaire. C'était là un pivot, pas un déni. Il ne pouvait pas nier les documents. Alors il a recadré la notion de contrôle au lieu de l'intention. L'autorité au lieu de l'inclusion. C'était une manœuvre raisonnable. Mais elle arrivait trop tard. Contrôle opérationnel, ai-je répété doucement. J'ai fait un pas en avant, juste assez pour me placer entre les 2 tables, sans confrontation, sans empiètement, juste présente dans l'espace où les arguments devenaient des décisions. Ce terme implique une structure, ai-je continué. Des rôles définis, une autorité définie, des limites définies. Le juge a légèrement hoché la tête. Oui, en effet. J'ai croisé son regard, alors j'aimerais clarifier ces définitions. J'ai rouvert mon dossier, avec soin et de manière délibérée, et j'en ai sorti un 3e document, plus fin, plus simple, mais bien plus précis. Ceci, ai-je dit en le plaçant sur la table, est l'accord de propriété initial, la version signée avant mon départ. Le greffier l'a récupéré, le juge a lu. Et cette fois, il ne s'est pas pressé. De l'autre côté de la pièce, je l'ai entendu, le subtil frottement de tissu alors que mon père se redressait. La main de ma mère s'est posée sur ses genoux, ses doigts s'entrelaçant fermement à présent. Mon frère s'est de nouveau adossé, mais pas par confort. Par distance, comme s'il essayait de se séparer de ce qui se déroulait. L'accord, ai-je poursuivi, décrit une propriété partagée entre toutes les parties nommées. Aucune clause n'attribue de pouvoir décisionnel exclusif sans consentement unanime. Les yeux du juge ont parcouru la page à nouveau, plus lentement, plus attentivement. Leur avocat s'est avancé, mais le rythme avait disparu. Voyons, votre honneur, des accords comme celui-ci sont souvent interprétés avec une flexibilité pratique. La flexibilité, ai-je dit, n'annule pas l'obligation. Il s'est arrêté à nouveau. Parce que cette fois, il n'y avait nulle part où pivoter. L'accord est clair, ai-je continué. Les décisions affectant la structure de la propriété nécessitent la reconnaissance de toutes les parties listées. J'ai laissé le mot s'installer, puis j'ai ajouté « Je suis listé ». Silence. Plus lourd maintenant, pas incertain, pas curieux, juste indéniable. Le juge a fermé le document, posant ses mains dessus un instant avant de lever les yeux. « Maître », a-t-il dit en se tournant vers l'avocat adverse. Ces termes ont-ils été pris en compte dans votre argumentation ? L'avocat a hésité. Pas longtemps, mais assez longtemps. Nous avons interprété la clause de gestion comme accordant une autorité suffisante pour des décisions intérimaires. Des décisions intérimaires, a répété le juge d'un ton égal, pas structurel. Une pause. Êtes-vous d'accord ? L'avocat n'a pas répondu immédiatement car il ne restait plus de réponse claire. Oui, votre honneur, a-t-il fini par dire. Et juste comme ça, les fondations ont cédé. Mon père s'est soudainement penché en avant. Ceci est déformé, monsieur. Le juge a dit, sans élever la voix, vous n'interromprez pas la procédure. Les mots étaient calmes, mais sans appel.
Mon père s'est rassis lentement, mais son sang-froid s'était envolé. Pas entièrement, mais suffisamment. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé mon attention là où elle devait être. La séquence des événements, ai-je dit, démontre un schéma cohérent, initier des discussions, procéder sans notification, et finaliser les décisions avant que la reconnaissance n'ait pu être demandée. J'ai fait une pause. Pas pour les faits, mais pour la clarté. Ce n'est pas un oubli, ai-je ajouté. C'est de l'exclusion. Le mot s'est posé. Ferme, inévitable. Leur avocat a expiré, se frottant brièvement la tempe avant de baisser la main. Votre honneur, même si le tribunal constate des erreurs de procédure, les investissements réalisés par mes clients, financiers et autres, doivent être pris en compte. Ils ont entretenu la propriété pendant des années. Ils ont augmenté sa valeur. Cette contribution ne peut pas être simplement rejetée. C'était son dernier angle d'attaque. Valeur, contribution, équité. Et c'était valable, en partie. Je ne le conteste pas, ai-je dit. Il a cligné des yeux à nouveau. De l'approbation. Mais il savait désormais qu'il ne fallait pas s'y fier. La propriété a été entretenue, ai-je continué. Sa valeur a augmenté. J'ai légèrement incliné la tête. Cela reflète un effort. Une pause. Mais l'effort, ai-je ajouté, ne l'emporte pas sur l'accord. La distinction est restée nette, tranchante. Le juge a hoché la tête lentement une fois. Puis il a de nouveau regardé les documents, chacun faisant désormais partie du dossier, chacun renforçant le même schéma. Lorsqu'il a levé les yeux, son expression n'avait pas changé, mais la direction, oui. Le tribunal conclut, a-t-il dit, que la défenderesse, le major Carter, n'a pas été correctement notifiée des actions affectant la propriété partagée, comme l'exige l'accord initial. Une inspiration, pas bruyante, mais collective. De plus, a-t-il poursuivi, les communications présentées indiquent une conscience de cette exigence et un effort délibéré de procéder sans s'y conformer. La main de ma mère s'est crispée. Mon frère a détourné le regard. Mon père n'a pas bougé du tout. Par conséquent, a déclaré le juge, les actions entreprises concernant la restructuration de la propriété sont jugées procéduralement invalides. Une autre pause. Mesurée, finale. Le tribunal statue en faveur de la défenderesse. Pas de coup de marteau. Pas de bruit dramatique. Juste des mots et le poids qu'ils portaient. Pendant un instant, personne n'a parlé, ni l'avocat, ni ma famille, ni même les observateurs silencieux du fond. Puis la pièce a expiré, doucement, de manière contrôlée, mais réelle. Leur avocat a reculé lentement, sa posture n'était plus tranchante, n'était plus précise. Il a rassemblé ses papiers sans les regarder, ses mouvements étaient automatiques. Mon frère s'est levé puis s'est rassis, ne sachant pas quoi faire de lui-même. Ma mère regardait droit devant elle, l'expression figée, comme si elle essayait encore de s'accrocher à quelque chose qui lui avait déjà échappé. Et mon père, il m'a enfin regardé. Ni avec colère, ni avec fierté, ni même avec déception, mais avec quelque chose de plus calme, quelque chose de plus difficile à définir. De la reconnaissance. Mais elle arrivait trop tard. La salle d'audience n'a pas explosé. Il n'y a pas eu de réaction dramatique, de voix élevées ou de mouvements soudains. Le jugement avait déjà fait son œuvre. Il s'était installé dans la pièce comme quelque chose de définitif, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être répété pour être compris. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires. Les chaises ont glissé doucement sur le sol. Les papiers ont été empilés, les dossiers fermés. La routine tranquille des fins. Je suis resté là où j'étais un instant de plus. Pas par nécessité, mais par choix. Major Carter. La voix du juge a porté juste assez pour m'atteindre sans attirer l'attention du reste de la salle. Je me suis légèrement tourné. Oui, votre honneur. Il a soutenu mon regard pendant une brève seconde, assez longtemps pour transmettre quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit à voix haute. Présentation claire, a-t-il dit d'un ton mesuré. Une simple reconnaissance. Professionnelle. J'ai incliné la tête. Merci, votre honneur. Il a hoché la tête une fois, puis s'est tourné vers le greffier, passant déjà à l'affaire suivante. C'était comme ça que ça marchait.
Même les moments qui changeaient tout pour quelqu'un devenaient une routine pour tous les autres. J'ai rassemblé mes documents, en les glissant soigneusement dans le dossier dans l'ordre exact où je les avais sortis. Pas de précipitation, pas d'hésitation. Le contrôle, pas de la pièce. De moi-même. Émilie. Mon prénom m'a arrêté juste au moment où j'allais me tourner. Je ne l'avais pas entendu prononcer de cette façon depuis des années. Pas de sa part. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Mon père était debout maintenant. Ma mère aussi. Mon frère restait assis, le regard fixé au sol. Pendant un instant, personne n'a bougé. Cela ressemblait presque au début de quelque chose, mais je savais qu'il n'en était rien. Ce n'était pas un début. C'était autre chose. Tu n'étais pas obligé de faire ça ici, a dit mon père. Sa voix n'était plus tranchante. Elle n'était plus dédaigneuse. Elle était plus calme, contrôlée, mais pas confiante. Je me suis tourné complètement pour lui faire face. Je n'ai pas choisi le cadre, ai-je répondu. C'est vous qui l'avez fait. Il a expiré lentement comme si cette réponse était attendue, même s'il n'avait pas voulu l'entendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, ai-je dit, ça ne l'est généralement pas. Ma mère s'est légèrement avancée. Nous ne savions pas, a-t-elle dit, la voix serrée, prudente, à propos de ton poste, de ta carrière. J'ai soutenu son regard. Vous n'avez pas demandé. Les mots n'étaient pas durs. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Elle a baissé les yeux brièvement, ses doigts se serrant avant de se détendre à nouveau. Nous pensions. Je sais ce que vous pensiez, ai-je dit, je le savais. Je le savais depuis des années. Mon frère a enfin levé les yeux. Tu aurais pu nous le dire, a-t-il dit. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix. Juste de la confusion. J'aurais pu, ai-je dit. Une pause. Mais cela n'aurait rien changé. Le silence s'est à nouveau installé entre nous. Pas inconfortable, juste honnête. Parce que c'était la partie que personne ne voulait dire à voix haute. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Il ne s'agissait pas d'informations manquantes. C'était une question de perspective. Et une perspective ne change pas simplement parce que de nouveaux faits apparaissent. Mon père a fait un pas de plus. Pas assez pour combler la distance, mais assez pour la reconnaître. Tu as prouvé ce que tu avais à prouver, a-t-il dit. Je l'ai observé un instant. L'homme qui, autrefois, me regardait comme si j'étais un inconvénient, une erreur, une décision avec laquelle il n'était pas d'accord, mais qu'il ne se souciait pas assez d'arrêter. Maintenant, il me regardait comme s'il essayait de comprendre quelque chose qui avait toujours été là et qui était simplement passé inaperçu. Je ne suis pas venu ici pour prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Je suis venu ici, ai-je continué, parce que quelque chose qui m'appartenait était en train d'être pris à mon insu. J'ai laissé ça s'imprégner. C'est tout. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas émotionnel, mais c'était vrai. La voix de ma mère s'est faite plus douce, cette fois. Tu aurais pu venir nous voir en premier. J'ai presque souri. Non pas parce que c'était drôle. Parce que c'était familier. Je l'ai fait, ai-je dit. Elle a levé les yeux, confuse. Quand je suis parti, ai-je précisé. Une pause. C'était moi choisissant de ne pas rester dans un environnement qui ne me voyait pas. Personne n'a parlé parce qu'il n'y avait rien à contredire. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience était visible par la porte ouverte, lumineux, ouvert, en mouvement. Les gens passaient, ignorant ce qui venait de s'achever à l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil dans cette direction, puis de nouveau vers eux. Vous n'aviez pas tort, ai-je dit finalement. Les yeux de mon père se sont légèrement plissés. À propos de quoi? J'ai croisé son regard. Sur le fait que je sois seul. Une inspiration. Vous aviez raison. Mon frère a légèrement bougé comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. L'expression de ma mère s'est adoucie d'une fraction. Mon père n'a pas bougé du tout. Mais vous aviez tort sur autre chose, ai-je ajouté, une petite pause. Vous pensiez que ça signifiait que j'étais faible. Les mots se sont installés entre nous. Pas lourd, juste définitif. J'ai ajusté le dossier entre mes mains, puis j'ai reculé,
pas pour m'éloigner d'eux, mais pour sortir de cet espace qui nous avait retenus là. Je n'ai besoin de rien d'autre de votre part, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Ni colère, ni amertume, juste de la clarté. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, chaque pas stable, mesuré, sans précipitation. La lumière du couloir s'étirait sur le sol, captant juste assez de clarté pour adoucir les contours de tout ce qui se trouvait derrière moi. Je ne me suis pas retourné car il n'y avait plus rien à vérifier. Plus rien à prouver. Dehors, l'air semblait différent. Pas plus léger, juste dégagé. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne portais rien qui ne m'appartienne pas.